bonjour à vous, Nicolas Bay. Bonjour. Alors demain, c'est la 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes. On l'a entendu dans le journal, un dispositif de sécurité important a été installé un petit peu partout dans les capitales, en France en tout cas dans les capitales régionales. Est-ce que c'est un mouvement que vous soutenez toujours? Vous avez été depuis le début derrière les Gilets jaunes. Est-ce que vous espérez demain un samedi avec beaucoup de monde et peu de violence, c'est-à-dire pas du tout ce qu'on a vu samedi dernier? Nous avons soutenu depuis le début les préoccupations, les aspirations légitimes des Gilets jaunes, bien sûr. Mais nous avons toujours condamné avec beaucoup de force et beaucoup de clarté la violence. Mais la violence, elle a toujours été, depuis le début du mouvement, le fait d'une petite minorité qui a essayé de parasiter ce mouvement. Et il faut bien le dire, les pouvoirs publics ont eu tendance à faire des arrestations préventives, etc. sur les Gilets jaunes, qui pour l'immense majorité étaient pacifiques, ont parfois utilisé différents moyens extrêmement violents, brutaux, contre des manifestants pacifiques, mais ont laissé prospérer les casseurs, les pillards, les black blocs. On laissé prospérer. Qu'est-ce qui vous permet de dire, par exemple, que les forces de l'ordre ont fait des arrestations préventives sur les Gilets jaunes et pas sur les casseurs, puisqu'on avait vu aussi des samedis où les choses s'étaient bien passées? On en a eu de très nombreux exemples. Vous aviez des Gilets jaunes qui arrivaient par le train. Dès leur arrivée à la gare, avant même de s'être approchés du lieu de manifestation, ils étaient interpellés, contrôlés, mis en garde à vue, relâchés quelques heures après. Et on laissait faire les casseurs. Oui, bien sûr. En fin d'après-midi, on voyait les pillards arriver très méthodiquement, avec des cagoulés, mobiles, organisés, ayant fait leur reconnaissance du terrain. Et souvent, les moyens de police utilisés contre les Gilets jaunes étaient insuffisants pour faire face à ces gens qui étaient extrêmement violents. Bon, c'est pas un phénomène nouveau. Les Black Blocs parasitent les mouvements sociaux, les manifestations d'une manière générale, pas seulement les Gilets jaunes. En réalité, c'est quelques centaines de personnes. L'immense majorité... On ne les a pas vus, par exemple, à la manifestation sur le climat. Pourquoi viennent-ils dans les mouvements des Gilets jaunes? On les a vus parasiter les manifestations du 1er mai, etc. C'est quelques centaines de personnes. Est-ce qu'ils ne s'accordent pas aux violences des mots d'ordre? Excusez-moi, Monsieur Bay. La réalité, c'est qu'évidemment, ils font le choix d'aller ou pas dans des manifestations, mais ils sont identifiés par la police, ils ne sont pas mis hors d'état de nuire, ils ne sont pas poursuivis, ils ne sont pas mis derrière les barreaux. C'est ça le problème. Aujourd'hui, Christophe Castaner a utilisé le préfet de police comme un fusible. La vérité, c'est que le ministre de l'Intérieur a été défaillant. Quand vous avez une quinzaine de samedis de suite, des personnes qui se livrent à des actes de violence et que le gouvernement se montre incapable d'endiguer ce phénomène, c'est le ministre de l'Intérieur qui est en cause. Si je vous suis bien, vous devriez applaudir donc le dispositif qui est prévu pour demain et notamment le recours aux militaires de la force Sentinelle, non pas pour aller contre les manifestants, mais au moins pour soulager les policiers sur la protection des bâtiments publics. Écoutez, moi je suis extrêmement réservé parce que l'utilisation de l'armée pour des missions directes ou indirectes de maintien de l'ordre, ça me semble très dangereux. Les militaires... Je m'excuse, pardon, mais la ministre des Armées a reprécisé hier qu'il ne s'agissait pas de contrôler les manifestations, mais de protéger les bâtiments. Alors, s'ils protègent les bâtiments et qu'il y a des manifestants qui sont à l'abord immédiat des bâtiments, comment ils vont réagir? Les militaires, ils sont là pour faire la guerre. Le maintien de l'ordre, c'est un métier tout à fait spécifique. Le fait de faire des annonces à l'emporte-pièce, Benjamin Griveaux qui annonce l'utilisation de l'armée, le chef d'état-major des armées n'est même pas au courant. Tout ça n'est pas sérieux, ça en dit long quand même sur une forme d'amateurisme et sur une forme de fébrilité des pouvoirs publics. Alors un autre sujet, les élections européennes qui ont lieu dans un peu plus de 2 mois. Les déboires du Brexit, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils ne servent pas finalement la cause européenne? Est-ce qu'ils ne démontrent pas s'il est si difficile de sortir de l'Union, qu'il n'est peut-être pas si nuisible d'y rester? Non, je crois surtout que ça montre que les institutions européennes ont cherché à faire en sorte que le Brexit se passe le plus mal possible. Les Britanniques ont voté... La Grande-Bretagne n'a aucune responsabilité pour vous? Ah si, enfin je pense que Theresa May notamment a des responsabilités. En réalité, l'accord de Brexit a été négocié entre Michel Barnier pour la Commission européenne et Theresa May. Tous les deux étaient opposés au Brexit. Et il n'est pas étonnant que le texte qui en sort, eh bien finalement, ne corresponde pas du tout à ce que voulaient les Britanniques. Qu'est-ce qui en sort? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Il y a la Grande-Bretagne qui va devoir rester dans tous les dispositifs de l'Union européenne jusqu'en 2022, avec un mécanisme dit de backstop qui pourrait même faire perdurer au-delà de 2022 cette situation. La Grande-Bretagne continuera à payer de la même manière qu'avant, alors qu'il y a maintenant 3 ans, ils ont voté pour sortir de l'Union européenne. Donc il faut... Vous pensez vraiment que les Britanniques ont voté pour une sortie pure et simple, avec la sortie, par exemple, des accords de douane, la sortie de toutes les facilités qui permettent encore à ce pays d'avoir une économie qui peut-être sera plus prospère grâce à ses liens avec l'Union européenne? Vous croyez vraiment que c'est ce que veulent les Britanniques? Mais il faut construire une Europe des nations et donc il faut un vrai partenariat économique
avec la Grande-Bretagne, même si elle a fait le choix de C'est ça sortir ce de que l'Union cherche européenne. Theresa May. Aujourd'hui, la situation économique de la Grande-Bretagne est assez florissante, il faut bien le reconnaître. Le taux de chômage est historiquement bas et très bas par rapport aux autres pays, notamment voisins comme la France. Et d'une manière générale, ce choix de la liberté exprimé par les Britanniques, il doit être respecté. La Grande-Bretagne a toujours été réticente. Ils n'étaient pas dans Schengen, ils n'étaient pas dans l'euro. Là, ils ont fait le choix de sortir de l'Union européenne. Il faut accepter et respecter ce choix. Les élections européennes, vous n'êtes pas tête de liste du Rassemblement national dans ces élections. C'est Jordan Bardella qui a 23 ans. Pourtant, vous êtes le président du groupe, vous avez une grande expérience, vous êtes 7e sur cette liste. Pourquoi ce choix? Eh bien, c'est un travail d'équipe. C'est le choix de la direction du mouvement. C'est le vôtre aussi? C'est le vôtre? Oui, mais moi je participe des choix de cette direction. Jordan Bardella incarne dans cette campagne européenne la jeunesse qui s'engage sur un nouveau projet. Notre projet d'Europe des nations et des protections contre une Europe de la Commission européenne qui verrouille les pouvoirs et qui agit contre les peuples. Ce projet d'Europe des nations, c'est un projet d'avenir. C'est ce qu'ils ont au-delà construit. du projet, vous n'auriez pas souhaité être tête de liste? Non, mais c'est un travail d'équipe. Vous savez, il y a des personnalités sur la liste, derrière Jordan Bardella, comme Thierry Mariani, qui a été ministre, comme Jean-Paul Garot, comme Hervé Juvin, qui est une figure intellectuelle, des députés européens sortants, comme c'est mon cas. On travaille ensemble, il y a une complémentarité des profils, et ça rend, je pense, à la fois cohérent et crédible à la fois notre projet et notre équipe. Dernière question, ou plutôt dernier chapitre, la décision du Sénat d'envoyer plusieurs proches d'Emmanuel Macron devant la justice suscite beaucoup de réactions depuis hier. Quelle est la vôtre? Quelle est celle du Rassemblement national? Et surtout, Marine Le Pen veut-elle toujours supprimer le Sénat comme elle le voulait en 2014? Finalement, c'est pas si mal le Sénat, si je veux. D'abord, la commission d'enquête a enquêté, c'était son rôle. Alors je sais que ça déplaît à Emmanuel Macron et à ses ministres qui auraient voulu que la commission européenne d'enquête du Sénat se couche exactement comme celle de l'Assemblée nationale, qui s'est auto-sabotée en quelque sorte et qui a renoncé à ses prérogatives. Donc vous approuvez cette décision? Mais le Sénat n'a pas décidé de renvoyer M. Stroda ou M. Kohler devant la justice. Il a simplement dit il y a des contradictions, il y a des incohérences dans les déclarations des uns et des autres. Il appartient ensuite au parquet. Donc le Sénat est toujours utile, contrairement à ce que disait Mme Le Pen? Il peut avoir son utilité, mais je pense qu'il y a une réforme en profondeur à mener, notamment une baisse globale du nombre de parlementaires, et faire en sorte, d'une manière plus générale, qu'il y ait une vraie démocratie représentative en France qui passe par un mode de scrutin à la proportionnelle pour faire en sorte que l'Assemblée et le Sénat correspondent à la réalité de l'opinion publique en France. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Nicolas Bay. Laurent, c'est à vous. Je précise que Renaud Muselier sera l'invité de Francis Letellier dimanche dans Un dimanche en politique sur France 3. Très bonne journée.